civilisation a dominé le développement pendant des millénaires. La Chine a connu en un siècle une période de grande turbulence, allant de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'aux années 1980, qui ont presque neutralisé cette ancienne société. La résilience et l'adaptabilité chinoises ont surpris le monde ces dernières décennies, et encore aujourd'hui. La Chine cherche à retrouver la position qui fut la sienne pendant des milliers d'années, c'est-à-dire la position de redevenir le royaume du milieu, le bastion de la civilisation et de la stabilité. Reste à voir si elle y parviendra. Aujourd'hui, la Chine est déjà un épicentre gravitationnel de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, nous explorons la géopolitique chinoise. Avant tout, abonnez-vous à la chaîne et soutenez-nous en la partageant autour de vous. Pour continuer à vous fournir du contenu sur la géopolitique, l'histoire et la sécurité. Je suis Géopolitique Mondiale, voici Géopolitique Mondiale. La Chine est située dans la partie orientale de la masse continentale asiatique, entre la Russie et la Mongolie au nord, l'Asie du Sud-Est continentale au sud, le sous-continent indien au sud-ouest, l'Asie centrale à l'ouest et l'océan Pacifique à l'est. Elle possède une côte de plus de 14 500 km sur la mer Jaune, la mer de Chine orientale et la mer de Chine méridionale. C'est un pays marqué par de profondes divisions géographiques, la plus fondamentale étant la division entre la plaine et les plateaux arides qui encerclent cette plaine comme une couverture. Le noyau géopolitique chinois correspond au noyau Han, considéré en géopolitique comme la Chine historique et originelle, où vivent plus d'1 milliard de personnes. La structure fondamentale de la géopolitique chinoise est consolidée autour des plaines inondables des fleuves, Jaune, Yangtze et des Perles. Sur cette vaste plaine alimentée par ces 3 fleuves se trouvent certaines des meilleures terres arables de la planète. C'est une région chaude, humide et suffisamment fertile pour stimuler la production de calories et, par conséquent, le développement civilisationnel de la région. Depuis les débuts de la civilisation chinoise jusqu'à nos jours. Ces 3 rivières et leurs affluents dans une plaine très plate. Ce n'est pas seulement une bénédiction, mais un fait qui, ajouté à plus de 2000 ans d'utilisation efficace, a fait toute la différence dans l'évolution de la civilisation chinoise. Ces 3 voies navigables ont peu d'équivalent dans le monde. Grâce au fleuve Jaune, au Yangtze et à leurs affluents, le littoral chinois est relié au Tibet, facilitant l'acheminement de la production du centre de la Chine vers le littoral puis le reste du monde. Ou que la production et le commerce du littoral accèdent à la partie la plus intérieure de la Chine. Quant au fleuve des Perles, au sud et à ses affluents, le sud de la Chine peut accéder aux mers du sud de la Chine et à l'Asie du Sud-Est par le littoral. En résumé, ces 3 fleuves assurent non seulement l'irrigation et l'approvisionnement en eau de l'intérieur de la Chine, mais aussi parce qu'ils sont en grande partie navigables. Il existe une logistique rapide de production de l'intérieur vers le littoral et, par conséquent, vers le monde ou inversement. Les frontières terrestres chinoises comptent parmi les plus longues du monde. Ce qui fait que ces 22 117 km constituant les frontières terrestres agrégées et continues les plus longues du monde. Avec 14 pays frontaliers, sa géographie politique divise le pays en 22 provinces et 5 régions autonomes. Guangxi, Mongolie intérieure, Tibet, Xinjiang et Ningxia. Parmi celles-ci, 4 avaient à l'origine pour objectif de servir d'État, tampon afin de bloquer les menaces, assurant d'abord la protection du noyau Han et garantissant aujourd'hui la projection vers des zones clés du continent asiatique, avec le Guangxi orienté vers la région de l'Indochine en tant qu'État tampon, initialement contre la présence française dans la région et par la suite comme pont vers l'Asie du Sud-Est continentale. Le Tibet projetant vers l'Asie du Sud et servant de zone tampon avec l'Inde.
Le Xinjiang servant à l'origine de zone tampon avec l'Union soviétique et ensuite de pont vers l'Asie centrale. Et la Mongolie intérieure, servant également de zone tampon avec l'Union soviétique et qui aujourd'hui agit comme un pont vers le nord de l'Asie. Le centre historique de la civilisation chinoise se trouve à l'est du pays. Bien que la mythique dynastie Jia soit considérée par les Chinois comme la première dynastie à régner entre 2070 et 1600 avant Jésus-Christ, le manque d'informations archéologiques et le mélange avec des éléments mythologiques empêchent une plus grande précision quant à la véracité des faits. Ainsi, dûment prouvé, nous pouvons dire avec plus de certitude que la première dynastie chinoise serait la dynastie Shang, qui a consolidé sa domination à partir de la vaste plaine entre les fleuves jaunes et Yangtze. Entre 1600 et 1046 avant Jésus-Christ, au début de l'âge du bronze, en Chine. Cette région facilite l'établissement d'une société sédentaire grâce à cette plaine extrêmement fertile, ce qui encourage la production alimentaire, surtout de riz, ainsi que l'élevage d'animaux de petite et moyenne taille, comme les poules, les canards et les porcs. Cela favorise aussi la croissance démographique. Au fil des siècles, qui, dûment organisés sous les Shang, ont réussi à former la base de la civilisation chinoise jusqu'en 1046 avant Jésus-Christ. Lorsque les seigneurs militaires Zhou sont apparus dans la vallée de la rivière Wei, où se trouve aujourd'hui la province de Shaanxi. Lorsque les forces Zhou, menées par le roi Wu, prirent le pouvoir et instaurèrent un régime administratif proche du féodalisme européen. Des milliers d'années plus tard, cependant, ce qui pourrait être décrit comme la Chine au sens politique, n'apparaît qu'en 221 avant Jésus-Christ, avec Qi Shi Huang, fondateur de la brève dynastie Qin, qui consoliderait le noyau Han, dont la structure territoriale serait la base de la Chine, en fait, jusqu'à nos jours. C'est sous cette dynastie que la célèbre Grande Muraille de Chine serait achevée, lorsque Qin commença à relier une série d'autres murailles déjà existantes qui avaient été construites pendant la période de la dynastie Zhou. Commencé entre 771 et 221 avant Jésus-Christ, avec de nouvelles parties, leur achèvement eut lieu en 212. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, cette construction n'avait pas pour objectif principal d'éloigner à elle seule les menaces des peuples nomades venant du nord-ouest et du nord de l'Asie. Mais en réalité, les murailles n'étaient qu'une partie d'une série de mesures politico-militaires extrêmement complexes prises par les différentes dynasties chinoises. En somme, bien que les murailles aient été défensives, l'État chinois ne s'est jamais totalement reposé sur elles pour défendre le territoire. En réalité, elles ont toujours fait partie d'un ensemble de mesures visant à éloigner les menaces de ces peuples. Chez les nomades, la muraille représentait la partie militaire frontalière, combinée soit à des incursions punitives des armées chinoises contre les chefs étrangers, soit à des mesures diplomatiques visant à décourager les nomades d'entrer en Chine. Ainsi, la muraille n'était qu'une mesure défensive efficace combinée à d'autres mesures, et chaque dynastie avait une stratégie et une utilisation différentes des murailles pour sa politique étrangère. Ce facteur des menaces continentales venant de l'intérieur de l'Asie est important et fondamental pour comprendre près de 2000 ans de pensée géostratégique chinoise, qui ne sera radicalement modifiée qu'à partir du XVIe siècle et qui, malgré cela, continue de fonder la manière de penser de la civilisation chinoise. De plus, Qin établit en fait l'empire chinois dans un sens géopolitique, en standardisant divers aspects et en centralisant l'administration publique, économique et militaire, ainsi qu'un nouveau système routier massif et un réseau de transport à travers les fleuves jaunes et Yangtze, reliant l'intérieur du pays au littoral. L'empereur Qin parvient à consolider la première partie, la partie nord de ce qui deviendra plus tard le noyau Han, et a commencé, par le biais des affluents de ces deux fleuves, à projeter l'influence chinoise vers le sud, atteignant un autre fleuve qui sera crucial à l'avenir, le fleuve des Perles, et en consolidant la présence dans son delta, où se trouvent aujourd'hui les villes de Macao et de Hong Kong.
Cependant, cet élan de civilisation et de standardisation n'est pas sans un coût élevé pour le peuple chinois, qui, fatigué de la tyrannie de Qin, se soulève et se rebelle, destituant le fils de l'empereur Qin à la mort de ce dernier. La Chine traverse alors une nouvelle ère de guerre civile divisant l'empire. Au sud, dans le delta de la rivière des Perles, se trouve le royaume de Nanyue et la dynastie Han sur la base nucléaire de Qin. En 139 avant Jésus-Christ, la question des nomades, bien qu'ancienne, prend une toute autre ampleur. Lorsque des peuples originaires de Mongolie attaquent très fréquemment les plaines. Lors de la soi-disant guerre Han Xiongnu de 133 avant Jésus-Christ à 89 après Jésus-Christ, à partir du règne de l'empereur Wu, l'empire Han a changé sa politique étrangère, jusque-là relativement passive, face aux nomades de l'Asie intérieure, pour ensuite se concentrer sur une stratégie plus offensive, visant ainsi non seulement à étendre les domaines impériaux chinois, mais aussi à punir les incursions des Xiongnu, une confédération de clans nomades. La direction Han a décidé d'envoyer plusieurs expéditions militaires dans les régions situées sur le plateau d'Ordos, le corridor du Gansu et dans le désert de Gobi. La victoire des Han n'a pas seulement détruit l'hégémonie des Xiongnu dans les steppes, mais a également conduit plusieurs tribus à devenir des vassaux des Han. Une partie de ces nomades, en revanche, après la défaite, est expulsée dès l'année 89. Et ils vont entamer une lente migration vers l'Occident. Mais où exactement ? 300 ans plus tard, ils atteindront les frontières de l'Empire romain déjà décadent, accélérant sa destruction sous le nom de Huns. Parallèlement aux expéditions en Asie intérieure, une autre entreprise importante se déroule vers le royaume de Nanyue, en 111 avant Jésus-Christ. Après la conquête de ce territoire, ce que nous appelons aujourd'hui le noyau Han, la partie vitale de la civilisation chinoise, est enfin achevée. À partir de cette configuration géographique, la société chinoise va devenir ce que nous connaissons réellement comme la Chine au cours des 2000 prochaines années. Un autre aspect majeur de la dynastie Han est la création de la route de la soie. Pour garantir le commerce avec des terres lointaines à l'extrême occident et en Asie centrale, les forces chinoises vont s'assurer de dominer le corridor du Gansu, reliant le noyau Han aux terres ouïghours, qui correspondent aujourd'hui à la région autonome du Xinjiang, flanquant et traversant les terrains montagneux, élevés et inhospitaliers des plateaux de Mongolie et du Tibet, pour atteindre les zones planes de l'Asie centrale où se trouvent aujourd'hui les pays du Kazakhstan et du Kirghizistan, offrant un accès commercial relativement rapide à la région de la Perse, au sous-continent indien et à la mer Noire. Cette diplomatie agressive visant à protéger ce noyau Han garantit deux choses aux Chinois. Premièrement, la stabilité politique suffisante pour aider au développement social. Deuxièmement, le contrôle de territoires fertiles, qui assurent une alimentation abondante, suffisamment pour aider à la croissance démographique. Ces deux facteurs de stabilité politique qui favorisent le développement technologique et la croissance démographique font que la Chine devient la plus grande puissance économique et militaire du monde à cette époque. De sorte que, même lorsque de graves instabilités survenaient et entraînaient des guerres sur civils. Par exemple, lors des Trois Royaumes, à la fin de la dynastie Han, en 220 après Jésus-Christ, quand la Chine est divisée en trois, la structure sociale et politique, sous cette pression géographique, crée ce que la littérature géopolitique nomme force centripète. C'est-à-dire que la nature attire les différents ordres et factions politiques dans une même direction, ce qui fait que, dans ce cas, la nature chinoise reste intacte, même lorsqu'elle est agressée par des forces étrangères. Ainsi, les divisions internes chinoises finissent toujours par être temporaires et, finalement, de façon inévitable, une autorité centrale parvient à consolider la domination sur le noyau Han. La politique étrangère Han cible des expéditions punitives et des accords de vassalité avec des royaumes et tribus nomades d'Asie centrale. Elles seront la base de la diplomatie chinoise pendant des milliers d'années, quelle que soit la dynastie.
Ce qui fait que la Chine ne peut être conquise que lorsque la combinaison de dirigeants étrangers efficaces et de dirigeants chinois faibles ou corrompus se produit en même temps. Comme dans quel cas ? La Chine a été conquise par l'Empire mongol en 1279, qui a fondé la dynastie Yuan, et plus tard avec l'invasion mandchoue en 1636, qui a fondé la dynastie Qin. Cela illustre une spécificité de la géopolitique chinoise. Historiquement, la Chine alterne entre phases de contraction et d'expansion, entretenant une relation spasmodique avec ses voisins. Quoi qu'il en soit, la diplomatie de pression sur les plateaux entourant le noyau Han et la suppression des forces de l'intérieur de l'Asie. En utilisant une géostratégie élaborée, des accords avec des États tampons permettent à la Chine de se concentrer sur ses littoraux. Ce qui, en termes maritimes, signifie que la Chine n'a pas de rivaux à sa hauteur en mer durant ces périodes. Ce qui, en conséquence, garantit sa domination tranquille sur les mers du sud-est et de l'est asiatique, comme cela est évident durant la dynastie Ming, qui a régné de 1368 à 1644. Avec la Chine colonisant diverses îles dans les mers du Sud et envoyant des expéditions navales qui traversaient tôt le détroit de Malacca, atteignant l'Inde, le Moyen-Orient et même l'Afrique de l'Est. Autrement dit, toute la planification des stratèges chinois pendant des milliers d'années a été axée sur la contention de ces menaces continentales terrestres, pour pouvoir se concentrer sur leur commerce côtier où il n'y avait pas de menace sérieuse à l'hégémonie navale chinoise. Ce qui allait changer radicalement à partir du XVIe siècle avec l'arrivée des premières expéditions européennes dans les mers et sur les côtes chinoises. La nécessité soudaine de devoir faire face à des forces complètement nouvelles, dont la culture n'était pas seulement radicalement différente, mais qui n'était pas non plus séduite par la culture chinoise, tout en représentant des menaces venant de la mer. Une région jugée sûre depuis des millénaires. Cela a été si fort que la seule mesure trouvée par l'administration chinoise a été l'isolement et l'éloignement des influences culturelles étrangères. Cela ne fonctionnerait que jusqu'au XIXe siècle, lorsque le point culminant de cette menace se produit lors des guerres de l'opium, menées principalement entre la Chine et l'Angleterre. La première ayant eu lieu en 1839 et la seconde en 1856, lorsque l'Empire britannique sortant victorieux parvient à obtenir la concession d'une partie de l'Empire chinois. En plus de forcer la Chine à légaliser le commerce de l'opium, une drogue qui était jusque-là interdite en Chine et même en Angleterre. Les conséquences ont été terriblement désastreuses. La première conséquence a été l'explosion de plusieurs rébellions de la part de groupes armés et influencés par les Européens, comme par exemple la révolte des Taiping. Entre 1850 et 1864, cela a coûté la vie à 20 à 30 millions de Chinois. La deuxième conséquence est qu'avec la libéralisation et la consommation d'opium, la main-d'œuvre chinoise a fortement diminué. La dépendance à l'opium s'est propagée comme une peste. Et avec la baisse de la main-d'œuvre est venue la baisse de la production, et avec la baisse de la production, la baisse de la richesse. Avec la chute de la richesse, l'augmentation gigantesque du chômage qui a entraîné une hausse pratiquement biblique de la faim, de la criminalité et de la corruption. Juste pour donner une idée, la consommation de drogue et la violence. Elles étaient si importantes que dans certaines régions ou quartiers de villes comme Shanghai ou Pékin, on trouvait l'équivalent des actuelles Cracolandias. La police chinoise était incapable même d'entrer dans certains quartiers. La légalisation de la consommation d'opium a fait que la Chine, qui était jusqu'alors la nation la plus riche de l'histoire en seulement 80 ans, est tombée et a atteint des niveaux de pauvreté comparables à ceux des pays africains contemporains ravagés par des guerres civiles. L'Angleterre, soutenue par ses alliés européens, a réussi à réduire l'Empire du Milieu à une nation épuisée, dévastée, au bord de l'effondrement. Curieusement, l'Angleterre a obligé la Chine à légaliser la consommation d'opium, alors que sur son propre territoire, la consommation était interdite.
Cette désorganisation interne a coûté l'existence même de la Chine en tant qu'empire, menant à la chute de la dynastie Qin et, finalement, à la tentative d'établir une république démocratique. Inspiré par la Constitution des États-Unis et dirigé par la figure historique de Sun Yat-sen, cependant, après sa mort, le rêve d'États-Unis de Chine meurt aussi avec lui, le pays étant ravagé par la violence et la corruption. Sans aucune autorité centrale suffisamment forte pour maintenir la cohésion politique. La Chine est rapidement entrée dans une guerre civile féroce, opposant les communistes dirigés par Mao Zedong et les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek. Cependant, cette guerre civile connaîtra une brève pause à la fin de 1936, avec l'invasion japonaise au début de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, dès que la Seconde Guerre mondiale prend fin, le conflit reprend. Jusqu'à ce qu'en 1950, les communistes, finalement victorieux, expulsent les nationalistes de la partie continentale de la Chine. Et, dans les années suivantes, avec la Chine incapable de se projeter à l'étranger. La direction communiste s'est concentrée sur le maintien de sa propre intégrité régionale, traquant et éradiquant les forces d'opposition potentielles, tout en mettant en œuvre une série de mesures pour stimuler l'économie. Désormais, avec la Chine unifiée autour de son noyau géopolitique, administré par le Parti communiste et dirigé par Mao Zedong, elle allait avant tout se concentrer sur l'atteinte d'objectifs géostratégiques qui, à l'avenir, allaient s'avérer vitaux pour la reprise chinoise. En 1949, en incorporant la Seconde République du Turkestan oriental, connue aujourd'hui sous le nom de Région autonome du Xinjiang, et en 1950, en annexant la monarchie du Tibet. À partir du Xinjiang, la Chine peut protéger son noyau Han contre les menaces venant d'Asie centrale. Plus précisément à l'époque de l'Union soviétique. Et à partir du Tibet, d'éventuelles menaces venant d'Asie du Sud, plus précisément de l'Inde. Cependant, ces conquêtes, loin de servir uniquement à protéger le noyau géopolitique chinois, se sont en réalité révélées, avec le temps, de puissants outils de projection du pouvoir de la Chine. Le Xinjiang garantirait à l'avenir la connexion commerciale avec les pays d'Asie centrale, la Russie, l'Iran et le Moyen-Orient, ainsi qu'une alternative vers les marchés européens via la Turquie et la Russie. Avec des routes terrestres, on évite de trop dépendre des voies maritimes. Et le Tibet, une façon pour la Chine de projeter une force militaire directement sur le noyau géopolitique indien. De plus, comme la plupart des fleuves d'Asie du Sud et du Sud-Est prennent leur source ici, la Chine contrôle également le destin hydrique des pays de la région. Malgré cette capacité limitée à étendre sa puissance à l'étranger, Mao Zedong a tout de même pris le risque de se lancer dans diverses aventures militaires visant à tester la capacité de réaction et la volonté des pays voisins. En l'espace de seulement 40 ans, il s'est impliqué dans des conflits avec les États-Unis, la Corée, l'Inde et même avec l'Union soviétique elle-même. Avec cet encerclement géographique s'étendant sur presque toutes les parties de ses frontières. La Chine parvient à alléger temporairement la pression en se rapprochant des États-Unis au début des années 70. Ce fait lui permet de réorienter sa planification géostratégique et de neutraliser les ambitions soviétiques en Asie centrale. Cette pression, cependant, reviendrait à la fin de la guerre froide, surtout à la fin des années 90, à mesure que les intérêts américains entrèrent à nouveau en collision avec l'ascension économique chinoise. Se distinguant comme symbole de cette tension croissante, le bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade par l'armée de l'air des États-Unis, en mai 1999, et la collision entre des avions de guerre de ces deux pays en mer de Chine méridionale en avril 2001. Tout indiquait que ces deux puissances se dirigeaient inévitablement vers une collision. Mais une fois encore, le destin et la géographie favorisèrent la Chine lorsque cette pression fut suspendue après les attentats de 2001. Ce qui pousse les États-Unis à se concentrer sur la guerre contre le terrorisme, en particulier en Afghanistan, puis sur la guerre en Irak. Ce qui a obligé les États-Unis à redéployer leur puissance et à se concentrer sur le Moyen-Orient, où ils allaient rester plus d'une décennie, empêtrés dans des conflits locaux. Cela donnerait du temps et de l'élan à la Chine pour, calmement,
non seulement continuer à croître économiquement, mais aussi développer des technologies de pointe et construire une marine militaire de premier ordre. De plus, la direction chinoise allait désormais tisser une série d'alliances et d'interconnexions économiques avec des pays de l'intérieur de l'Asie, en particulier avec la Russie, le Pakistan et l'Iran. En garantissant que sa diplomatie protège son arrière-pays continental, comme par le passé, elle pourrait ainsi se concentrer militairement sur les mers. Dans les années 2010, la géopolitique chinoise serait encore menacée. Alors que les États-Unis allaient activer la doctrine appelée pivot vers l'Asie, retirant des forces du Moyen-Orient pour les réaffecter dans le Pacifique. Il devenait clair que, tôt ou tard, des frictions entre Washington et Pékin pour la suprématie sur l'océan allaient éclater dans les décennies 2020 et 2030. Mais encore une fois, soit une chance extrême, soit un travail de planification exceptionnel soulage la pression sur la Chine. Lorsque la Russie annexe la Crimée au sud de l'Ukraine en 2014 et attaque ce même pays en 2020, ce qui oblige les États-Unis à devoir, encore une fois, réallouer des ressources vers l'Europe de l'Est et à laisser la scène du Pacifique à nouveau temporairement en suspens. Taïwan, en face de la Chine, reste dirigé par un gouvernement hostile à Pékin et allié aux États-Unis. Cette île est considérée par les autorités chinoises comme une province rebelle et la principale vulnérabilité pour la défense de la Chine, ainsi que la dernière étape vers sa consolidation en tant que superpuissance mondiale. En effet, avec Taïwan dans une situation hostile, non seulement des appareils aériens et des missiles pourraient atteindre des installations en Chine continentale, mais il y a plus que cela. Le territoire taïwanais, sous contrôle chinois, formerait un arc géostratégique composé de l'île de Hainan, de Taïwan et de la péninsule coréenne, qui, en plus de protéger le noyau Han contre les menaces venant de la mer, servirait de base à la marine chinoise pour garantir sa suprématie sur l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Quoi qu'il en soit, même avec la réorientation américaine vers le Pacifique, la Chine se trouve cependant, cette fois-ci, dans une situation bien plus confortable que celle de Demalam. Car maintenant, elle possède non seulement une puissante marine de guerre, une économie forte, une industrie hautement développée, et en plus, elle se projette fortement dans l'espace sidéral. Et elle est engagée dans une concurrence acharnée avec les États-Unis pour le leadership de l'intelligence artificielle. En termes géostratégiques, la Chine a consolidé des partenariats avec des pays clés, d'abord dans son voisinage, mais menace aussi progressivement d'étendre ce rayon d'action à d'autres régions, au nord et au nord-ouest. Un partenariat stratégique est vital avec la Russie, qui protège ses intérêts et sa sécurité terrestre, en plus de garantir la stabilité en Asie centrale. Avec le Tadjikistan en utilisant ce pays comme un État tampon pour compliquer une éventuelle pénétration d'extrémistes islamiques dans la région sensible du Xinjiang, au sud-ouest. La plus importante de ces partenariats est avec le Pakistan garantissant deux choses fondamentales. La première, un arc défensif qui limite l'ambition indienne vers le nord en Asie centrale, tout en servant d'accès terrestre alternatif à l'océan Indien. Dans l'hypothèse d'un blocus du détroit de Malacca, au sud, avec le Myanmar jouant un rôle similaire au Pakistan pour contourner Malacca, à l'est. Un partenariat complexe avec la Corée du Nord, qui sert d'état tampon contre la présence américaine au Japon, ainsi que de base de soutien, exerçant une pression navale sur les îles japonaises. Envisager aussi des partenariats avec des pays et îles du Pacifique, en réponse aux États-Unis et à l'Australie. Se distinguent à ce moment-là les îles Salomon, qui pourraient évoluer en une tête de pont, directement sur le noyau géopolitique australien. Deux grands défis se posent toutefois à la géopolitique chinoise au XXIe siècle. Le premier réside dans le fait que les différents points d'étranglement répartis de l'océan Indien à l'océan Pacifique sont sous une influence potentiellement hostile. Des détroits qui, s'ils étaient bloqués, pourraient remettre en cause la capacité de l'État chinois à défendre ses intérêts maritimes.
On peut notamment citer le golfe d'Aden, le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca. Pour cela, le projet géoéconomique chinois s'est concentré sur la stabilisation et le renforcement des relations diplomatiques et économiques avec les pays du Sud, d'Asie et d'Asie centrale. Grâce à l'intensification du projet de l'initiative de la route de la soie, avec la construction de vastes réseaux routiers, ferroviaires, de gazoducs et d'oléoducs en Eurasie, la Chine peut ainsi minimiser sa dépendance maritime. Le deuxième défi, et peut-être le plus sérieux, est le vieillissement de sa propre population, combiné à la faible natalité. Ce qui met en danger la démographie du pays dans les prochaines décennies avec la perte massive de main-d'œuvre jeune, et qui sera crucial pour maintenir ses ambitions géopolitiques. La fenêtre d'opportunité chinoise, ainsi, se situe entre 2020 et 2040, et, si cette fenêtre est exploitée, la Chine pourra jouir de l'hégémonie dans l'hémisphère oriental de la planète. Mais si elle perd, une combinaison de problèmes internes et de pression externe peut entraîner une autre période très difficile pour les Chinois. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Et un extrêmement spécial, merci aux membres du club de la chaîne qui aident la chaîne à continuer de grandir et à apporter du contenu géopolitique authentique pour vous. Amitiés et à la prochaine.